Cette règle-là, plutôt technique, dans le code de procédure civile, qui est l'intérêt pour agir, a des impacts appréciables sur la vie des gens, notamment en matière d'accès à la justice, puisque les critères de l'intérêt pour agir permettent de moduler et de favoriser, dans certains cas, la participation des organismes sociaux qui agissent au nom des personnes vulnérables. Je m'appelle Paul-David Chouinard, je suis candidat au doctorat en droit à l'Université d'Ottawa et mes intérêts de recherche sont la procédure civile et le droit administratif dans une perspective d'accès à la justice. Mon article, qui est paru dans la Revue générale de droit, porte sur l'intérêt pour agir des organismes sociaux devant les tribunaux québécois. Puis j'analyse comment, en fait, le Québec a adopté une approche plus restrictive en matière d'intérêt pour agir que le reste du Canada. L'intérêt pour agir, qui est au cœur de mon article, est le lien qu'on peut définir entre l'objet de l'instance, donc les questions en litige, et la situation de la personne qui introduit le litige, qui introduit le recours. Donc, plus le lien entre la situation de la personne et les questions en litige vont être éloignés, plus ça va être difficile de prouver qu'il a l'intérêt pour agir. Si la personne qui conteste n'est pas directement touchée par la mesure, elle devra démontrer un intérêt qui est suffisant. Il y a une distinction qui est faite entre l'intérêt pour agir dans l'intérêt privé et celle dans l'intérêt public. C'est-à-dire que dans les causes d'intérêt public, le critère de l'intérêt suffisant est assoupli pour permettre aux organismes sociaux d'agir au nom des personnes plus vulnérables. Le critère provient de l'arrêt Downton Eastside Sex Workers, qui est un arrêt de la Cour suprême dans lequel des travailleuses du sexe voulaient contester des dispositions du Code criminel qui prohibaient certaines activités en lien avec le proxénétisme. Les travailleuses du sexe n'avaient pas les moyens elles-mêmes de contester la constitutionnalité des dispositions du Code criminel. Donc, c'est un organisme social de défense des travailleuses du sexe qui a porté la cause devant la Cour suprême et qui s'est vu accorder l'intérêt pour agir dans l'intérêt public. Donc, la Cour suprême, dans l'arrêt Downton Eastside, vient dire qu'il n'est pas nécessaire que ce soit une personne qui soit directement touchée par la mesure. Donc, ça peut être une des manières raisonnables de soumettre la question à la Cour. C'est ça le critère qui est en vigueur en matière d'intérêt public. Au Québec, en 2016, on a consacré une approche plus restrictive que la Cour suprême l'avait fait en 2012 dans l'arrêt Downton Eastside. Donc, au lieu de parler du critère d'une des manières raisonnables de soumettre la question à la Cour, on parle de l'absence d'autres moyens de soumettre la question à la Cour. Le critère est beaucoup plus rigide parce que, d'une part, la Cour suprême parlait d'une gamme de moyens de soumettre la question à la Cour, alors que le Code de procédure civile dit que c'est la solution unique qui permet de soumettre la question à la Cour. Donc, dans le cas de Downton Eastside, le Code de procédure civile pourrait amener à une approche différente parce que il existe une autre manière de soumettre la question à la Cour et c'est le recours déposé par les travailleuses du sexe elles-mêmes. L'incompatibilité entre les critères du Code de procédure civile plus restrictifs et ceux de la Cour suprême qui sont plus souples crée une certaine incohérence au niveau du droit. Donc, dans mon article, je propose une approche qui concilie, dans le fond, l'approche du Code de procédure civile de 2016 avec l'approche plus souple de l'arrêt Downton Eastside de 2012, de manière à ce que, dans la mesure du possible, on puisse à la fois respecter le Code de procédure civile et l'arrêt Downton Eastside. En pratique, comment ça se manifeste, cette conciliation-là entre les deux normes? Eh bien, c'est vraiment un enjeu d'interprétation du texte du Code de procédure civile
donc les mots raisonnable et efficace, de manière à ce que ces termes-là se concilient avec l'approche plus souple de la Cour suprême. Donc, quand on parle de l'absence d'une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour, on vient dire qu'il peut exister d'autres manières qui sont non raisonnables et efficaces. Je donne un exemple. Il peut arriver une situation où des personnes migrantes contestent la constitutionnalité d'une loi qui favorise le renvoi de ces personnes-là dans leur pays d'origine. Selon l'approche souple de Don't Decide, il y aurait possibilité pour un organisme social de porter la cause devant la Cour suprême ou les tribunaux québécois dans l'intérêt public à la place des personnes migrantes. Par contre, dans le cas de procédure civile, on parle de l'absence d'autres manières raisonnables et efficaces de le faire. Quand on met l'accent sur les mots raisonnable et efficace, on peut dire que c'est déraisonnable ou inefficace d'attendre que des personnes migrantes contestent la mesure devant les tribunaux québécois ou la Cour suprême parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire, ils ne sont plus au Canada. Donc, il n'y a pas d'autre manière raisonnable de le faire que de le faire par l'entremise des organismes sociaux. Il peut arriver des situations où, au contraire, les deux normes ne permettent pas d'arriver au même résultat. Dans ce cas-là, ce que mes recherches suggèrent, c'est que le Code de procédure civile doit être appliqué en priorité parce que le législateur a le droit de modifier la jurisprudence existante et de consacrer une approche plus distinctive en matière d'intérêt pour agir. L'approche du Code de procédure civile limite, à mon avis, l'accès à la justice puisque elle limite la possibilité pour des organismes sociaux de porter la cause devant le tribunal au nom de personnes vulnérables. Ce qui arrive, c'est que si les organismes sociaux, dans bien des cas, portent pas la cause pour les personnes vulnérables, ces personnes-là pourront pas le contester elles-mêmes. Donc, la loi ou la mesure va rester non contestée. Puis ça limite en quelque sorte l'accès à la justice pour les citoyens qui veulent contester des mesures ou des décisions qui leur portent préjudice. C'est pourquoi je suggère que le législateur québécois devrait modifier la disposition du Code de procédure civile pour mieux concorder avec l'approche plus souple de la Cour suprême du Canada qui continue à évoluer sur la question.